Cette semaine, dans le balado, on cherche notre mère disparue et on débat pour rester ou quitter notre colonie religieuse. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Allô. Semaine très chargée en termes de sortie cinéma. Oui, et très dramatique. Oui, on est dans le drame assez intense cette semaine. Voilà. Donc, avant de parler de ces nouvelles sorties, petit tour d'actualité fort chargé cette semaine. Ben oui, même moi, j'ai trouvé des nouvelles, j'ai eu le temps et ça n'a pas manqué de tomber devant moi. Ben, par le bas. Meghan 2.0, Ben on oui. a déjà confirmé qu'il y aurait une suite au succès Meghan et c'est fou, ça fait une semaine? 2 semaines. 2 semaines, Ça ouais. fait 2 semaines qu'il est à l'affiche. Mais avec les chiffres qu'il récolte au box-office, Ouais, c'est ça ça, n'est pas parce- surprenant. Ouais, il faut se rappeler que là, surtout qu'on n'arrête pas de parler d'Avatar là, qui va en fin de semaine pogner le 2 milliards ou s'il l'a pas fait hier en plus, là, je sais pas. Puis là, Meghan, c'est un film qui a fait comme 100 millions à peu près, mais il a coûté comme 10-12, je me souviens plus exactement. Fait que pour eux, c'est vraiment un succès et tout. Puis après seulement 2 semaines, fait que bon, je pense pas que ça va se rendre à 200, mais peut-être à 150, ce qui veut dire que le prochain, ça serait sûrement autant, peut-être plus, je sais pas trop. Là. Il y a des Mais bonnes chances. on prévoit déjà, ça va être en janvier 2025 qu'il va sortir, ce qui est coquin parce que ça va être après Avatar 3, fait que c'est Ouais, c'est même stratégie de sortie, même timing. Pourquoi pas, hein, si ça marche une fois. Et on confirme le retour, ben là, je sais pas si ça en fait un spoiler en tant que tel, mais en tout cas. Bref, on a confirmé le retour de certaines comédiennes, Ouais. mais là, peut-être je les nommerai pas, ça peut... Je sais pas si c'est un Bon. divulgateur en soi, là, mais bon. Est-ce que tout le monde meurt à la fin de Meghan ou pas? Allez le voir pour le découvrir, mais bon, les survivantes seront de retour dans le volet suivant. Je dis survivantes, c'est pas mal toutes des femmes dans ce récit-là. Puis à noter que c'était on avait parlé l'an dernier de cette fusion entre Blumhouse, les productions Blumhouse et Atomic Monster de James Wan. Alors, c'est leur premier projet commun. Et ben, ça part bien, comme on dit. Ouais, c'est ça, un bon succès. J'ai oublié de faire mes recherches par contre parce que tu sais c'est produit par ces deux compagnies-là, Ouais. mais je me souviens pas s'ils allaient aussi fonder une compagnie conjointe. Je ne crois pas. Je pense que c'était c'est ça, vraiment... ça. Ouais, c'est ça. Ils gardent chacun leur propre bannière indépendamment. Ouais, je sais pas si quand ils soupent ensemble, ils font parler de tout et de rien ou ils sont juste en train de toujours Pitcher des pitcher histoires. des idées. Hey, ça ferait vraiment un bon film, ça. Effectivement. En tout cas, vu la quantité de films quand même que produit la société Blumhouse, quand même, qui est assez Ouais. active, je pense qu'il doit être toujours en mode recherche de bonnes histoires. Oui, je pense que oui. Ben, pour ma part, il y a John Williams qui nous fait mentir, finalement. Je sais pas si tu as vu ça Non, passer. Ben parfait. ouais, parce que depuis plusieurs mois, on annonce déjà qu'il prend sa retraite et tout ça. Mais cette semaine, lors d'une question-réponse avec Steven Spielberg, je pense qu'il a même pris Spielberg par surprise, il a annoncé qu'il prenait pas sa retraite. C'était-tu pour un Q&A pour les Fableman, j'imagine? Moi, je pense même sur l'ensemble de sa carrière ou Ok, quelque chose c'est comme ça. ça. C'était pas des premiers screenings de Indiana Jones, là? C'est pas Non, commencé. c'était pas dans ce cadre-là. Donc, M. Williams, le vénérable compositeur qui a 91 ans, 12 ans, en tout cas dans cette tas-là, il a dit qu'il a encore de bonnes années devant lui. Alors, il a décidé de poursuivre sa carrière. Ah ouais, ok. Ouais, quand même. C'est drôle. C'est comme si le fait d'annoncer sa retraite, peut-être que c'était suffisant. Puis Oui, il a qu'il a peut-être dit, fait un ben Tom- là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est Tu sais, ça. Il a peut-être parce- fait un Tom Brady de lui-même, finalement. Ouais, c'est ça. D'autant plus que son travail pour Indiana Jones doit être pas mal terminé. Ouais, là, j'imagine. On est peut-être dans la coloration puis certaines affaires comme ça, mais la musique est faite. Fait qu'il a peut-être pris 2-3 mois off puis il a dit, ouais, finalement, Je je m'ennuie. pourrais prendre je des vais faire- projets, juste en prendre un peu moins. J'avais entendu beaucoup d'histoires comme ça, là, tu sais, ben, ça arrivait surtout à des hommes, là, mais tu sais, qui travaillent dans des hauts postes là, de directeurs puis d'affaires comme ça, puis qu'une fois qu'ils prennent leur retraite, ils deviennent consultants, puis au lieu de travailler 70 heures par semaine, ils en travaillent 45. Puis c'est ça voilà, la c'est retraite, tu sais. Fait qu'il va Fait que peut-être peut-être faire un film au lieu de 2 ou 3. C'est ça, voilà. Alors, Je pense qu'il avait déjà la liberté de Ouh. choisir ses projets. Là. Fait que Pas bon. mal, pas mal. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va retourner collaborer avec Spielberg pour son prochain film Bullet? Ah, On verra ok. bien, probablement. Des bonnes Ou, chances. tu sais, il avait parlé qu'il voulait faire un James Bond. Aussi. Mais là, James Bond n'est pas annoncé. Mais peut-être qu'il y a eu des pourparlers puis qu'ils ont dit, Mm. ben écoute, on va être sûr que tu perdes pas la main, fait qu'il faudrait que tu continues à en faire. Ça serait quand même hot qu'il réussisse à faire son ultime fantasme, genre là.
dans Ouais, ces c'est ça. âges-là, ça Exact. serait drôle. Mais ça va faire un Dominique Michel. Là. Il va dire, bon, c'est Ouais, c'est mon dernier film. Ouais, c'est ça. Finalement, je reviens pour Indiana Jones 8. Channing Tatum et il dit ses partenaires créatifs, fait que probablement les gens avec qui Il y a sa boîte de prod. collaborent et tout, exactement, ont les droits pour Ghost, Mon fantôme d'amour au Québec. C'est quand même surprenant qu'ils puissent racheter ces droits-là qui appartiennent à Paramount. Fait que je trouve ça drôle, ça, ces est-ce histoires-là. que Paramount était le producteur ou était juste un peu le distributeur? Parce que tout le temps, derrière chaque production, il y a quelqu'un, en fait. Ouais, une boîte de prod qui a peut-être juste vendu les droits, tout simplement. Quand même curieux. Fait que, ouais, puis est-ce que ça venait d'un roman ou quelque chose comme ça? C'est une histoire originale, ouais. Ben, je sais pas. Ça serait une aventure de découvrir comment ça fonctionne. Mais bref, ils sont en train de développer une nouvelle version. Fait que là, c'est pas sûr que ça va être fait et tout, mais ils sont en train d'écrire. Ils parlaient d'adapter aussi un peu l'histoire. Je sais pas s'il il prévoyait lui jouer dedans ou il voulait juste agir en tant que producteur. Ça, c'est trop bref pour le dire, mais c'est trop flou pour le dire. Mais est-ce qu'on aura le droit à un nouveau Ghost dans les prochaines années? Ça serait assez casse-gueule quand même. C'est tellement un film iconique. Ouais, c'est ça. Je suis pas certain que si bien vieilli que ça, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, honnêtement. C'est ce qu'on disait, mais moi aussi, ça fait... C'est le film... Je pense même pas l'avoir vu dans ma vie adulte. Genre, c'est juste ça jouait à la télévision quand j'avais 9 ans, puis je l'ai écouté à un moment donné, mais... Je serais pas bon à un quiz sur ce film-là, mettons, là, à part la scène de la poterie. Là. Moi, j'avais vu quelques fois au cinéma. Je dois avouer que ça m'avait vraiment touché quand j'avais vu ce film-là. Mais ça doit faire peut-être 20-25 ans. Là. Fait que on verra bien. Parlant justement de projet Casco aussi, un autre film qui n'a pas encore eu le feu vert, comme on dit dans le jargon du métier, mais qui est en gestation. On aurait un 4e film de la série Naked Gun, L'agent fait la farce. OK. Évidemment, ce ne serait pas Leslie Nielsen parce qu'il est décédé quand même depuis un certain temps. Mais ce serait le personnage, ce serait son fils, Frank Drebin Jr., qui serait quand même interprété par Liam Neeson. Que je trouve... c'est un gros saut temporel aussi dans l'histoire, là, parce que Neeson a quand même 50 ans passés. Ouais, oui. Je sais même pas s'il y a peut-être pas 60, mais tu sais... Même, je pense, probablement. OK. Effectivement. On avait déjà à l'époque, c'est sûr, c'est parce que Leslie Nielsen avait tous les cheveux blancs et tout, fait qu'il paraissait peut-être plus vieux que ce qu'il avait l'air, mais tu sais, il avait aussi passé 50 ans, fait que c'est quasiment un saut comme de 40 ans, à peu près. Là. Ou il y avait un fils qui ne le savait pas, ou quelque chose du genre. Là. Ouais, c'est ça, mais mettons qu'il a eu son fils, tu sais, 30 ans. Mettons, quand il a 55 ans, son personnage, il a un enfant de 10-15 ans, donc ouais, on est... Moi, j'ai plus l'impression que ça va être... finalement, c'est quasiment ça, parce que le dernier, c'était quoi, en 94? Là, c'est ça, ouais. Puis ça fait déjà... Ça va faire 30 ans. Fait que, ouais, ça peut se tenir. Fait que ça sera pas... Ouais, non. Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est le film que tout le monde attend? C'est ça la question. Pas. Écoute, et surtout, en tout cas, le choix de casting me sidère. Là. Je vois tellement pas Liam Neeson jouer ce genre de rôle. Ouais, il avait fait un peu comédie du genre dans A Million Ways to Die in the West, quelque chose comme ça. C'est une bonne... Seth MacFarlane. Une bonne liaison, parce que c'est Seth MacFarlane, justement, qui scénarise le film. Là, tout est dans tout. C'est peut-être pour ça qu'il a pensé à lui. Peut-être. Est-ce qu'il réaliserait aussi? Non, par contre, il n'y a pas de réalisateur d'annoncer pour le moment. OK, parce que Million Ways faisait partie des projets un peu ambitieux au sens... OK, MacFarlane a un gros succès avec Family Guy. Je sais pas si à cette époque-là, il avait déjà animé des Oscars ou des Je pense galas, que oui. C'était surtout Ted là, qui avait eu le gros succès. Oui, c'est vrai, Ted. Puis que là, il sort une autre comédie où je pense qu'il... Je suis pas sûr, mais je pense qu'il réalisait, il avait écrit, puis il jouait le rôle principal. Ouais. C'est un projet un peu narcissique, ça. Oui, tout à fait. Puis Western Comedy, à ma connaissance, ça n'a jamais eu de succès non plus. Fait qu'elle est dans un créneau un peu casse-gueule en partant. Là. Ouais, bon, on est content que ça existe, mettons. Il y a de quoi de fascinant avec le box-office puis la rentabilité des films, mais ça prend aussi de l'audace, sinon on va avoir tout le temps juste la même affaire. Là. Fait que je veux pas chialer pour le fait qu'il le fasse, mais oui, il avait il devait miser beaucoup sur son nom. Puis il partait avec deux prises, comme on dit. Puis les Naked Gun n'avaient pas toutes des
des fractions, là, 2 et 1 tiers. Effectivement. Je sais pas, on va être rendu puis à 3 quoi? et 33 tiers, donc ça serait 4 et 4 quelque quarts. chose. À suivre. Il y a aussi dans tous ces projets en développement, Michael B. Jordan, qui va être à la tête de Creed là, dans quelques semaines, de Creed 3. Il jouerait le rôle de John Clark dans un film de Rainbow Six de la série de Tom Clancy. Ça fait longtemps que c'est dans le moulin à rumeurs quand même, et ça serait chez Paramount. Et ce qui est intéressant, c'est que ça serait réalisé par Chad Stahelski, qui est derrière les John Wick. Okay. Fait que au niveau de l'action, c'est sûr, c'est un ton un peu différent, mais au niveau de l'action, il a fait ses preuves. Mais Jordan avait incarné un rôle similaire, mais c'est pas John Clark, c'était un autre, mais dans Without Remorse, qui est aussi... c'est Tom Clancy, hein? Ouais, c'est ça, mais à cause de la pandémie, tous les reports de films, finalement, étaient allés direct en plateforme. Okay. Je pense que c'était sur Amazon Prime, fait que c'est pas eu tant de succès, là. Puis, après ça, en streaming, on sait jamais c'est quoi les chiffres. Là. Peut-être qu'il a vraiment beaucoup été écouté, mais c'est sûr qu'il n'a pas été probablement pas rentable pour la plateforme. Là. Surtout les mystères de... Anyway, Amazon n'a pas besoin d'être rentabilisé par ses films. Là. C'est clair. Bon, mais bref, ici, du côté de Paramount, pour Rainbow Six, on vise le cinéma. Là. Retour à classe départ. Mais aucune idée quand est-ce que ça sortirait, mais ça semble vraiment confirmer qu'on va de l'avant avec ce projet. Très bien. Moi, j'en ai une petite dernière aussi dans les projets qui ont eu une longue gestation. On aura finalement droit à un Tron 3. OK. Écoute, le deuxième était sorti déjà en 2010, Tron Legacy. Ouais. Et ça fait au moins 5, 6, 7 ans là, qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Même, je pense qu'à un certain moment donné, on était vraiment prêt à faire un troisième film. Finalement, à la dernière minute, Disney a changé d'avis et tout ça. Alors là, finalement... C'est vrai, ouais. Ça dit quelque chose. Je pense que pas longtemps après, ils voulaient capitaliser sur une suite. Puis... Oui, finalement. Je pense qu'il y a peut-être eu des changements de régime, c'est Disney ou quelque chose. En tout cas, bref, c'est confirmé. Alors, Tron Ares va voir le jour. Devrait commencer, le tournage devrait débuter cet été avec Jared Leto dans le rôle titre. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si ceux de Tron Legacy vont revenir ou si on va aller vraiment dans une autre direction. Il est également producteur du film, donc il faut croire que c'est un grand fan de la série. Et c'est Joachim Ronning qui va réaliser, qui nous avait donné Pirates des Caraïbes 5 et Maléfique 2. Donc, quand même habitué de travailler chez Disney. Des gros budgets, Disney, ouais, mais c'est pas des films notables. Pas des films avec des grandes personnalités, mais bon, je pense que c'est un tâcheron qui fait bien les choses. On verra bien. C'est drôle parce qu'il y a des gens... Dans toutes les gammes de cinéma, il y a tout le temps du monde spécialisé ensuite. Là. Des fois, sur IMDb, tu te perds, puis là, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a fait des films numéro 5 de franchise de films d'horreur de série B, là, ou d'espèces de érotico-thriller, des choses comme ça. Mais lui, il est un peu ça, mais dans des films à gros budget. De 150 millions de budget. Les grosses franchises. C'est ça. Curieusement, dans les deux cas, je pense que c'était les derniers de la série. Ben ouais. Je sais pas pour lui, ça a été malheur. T'es toujours le dernier jusqu'à temps qu'il y en ait un autre. Là, ouais, ça, pour y donner, là, mais bon. Et pour les fans de Tron, sachez que si jamais vous allez dans les parcs Disney de ce printemps, il y a un nouveau manège, en fait, aussi une montagne russe dédiée à Tron qui va être inaugurée. Ouais, je sais pas si justement Daft Punk va faire la musique, parce que ça avait été un des c'est vrai, ça. beaux succès du Tron Legacy. C'était à l'âge d'or de Daft Punk, justement, qui avait fait la trame sonore et tout. Ouais, qui avait créé vraiment une ambiance très rétro, années 80, électro. C'était cool. Leur spécialité. Écoute, si on reste dans l'univers Disney, au niveau des chiffres, la Chine a levé l'interdiction sur les films Marvel. Ah, OK. Fait que j'ai pas vu ça passer. Depuis Avengers Endgame, en 2019, il y a eu... après, il est arrivé la pandémie, puis il n'y a eu aucun film Marvel qui était autorisé en Chine. En fait, aucun Marvel, mais je pense aucun Disney. Mais en tout cas, là, ils ont levé pour Marvel. Okay. Fait que Black Panther puis Ant-Man vont ouvrir en février là-bas. Fait que ça va les aider financièrement et à battre des records et etc. Parce que, tu sais, c'est un marché qui a incroyablement de spectateurs. Là, même si je pense pas que c'est tout le monde en Chine qui a accès à un cinéma, mais la concentration est assez forte qu'il y a souvent des... Juste le nombre de la population. C'est ça, entre comme 100 et 400 millions US qui peut se faire par sortie là-bas. Fait que c'est quasiment autant, sinon plus qu'aux États-Unis à chaque fois. Fait que un film comme Black Panther qui est peut-être à
mondialement 850, un peu en dessous de 900 de mémoire, ben il aurait franchi le milliard s'il avait ouvert en novembre là-bas. Fait que tardivement comme ça, il va sûrement faire un peu moins, mais pour Ant-Man et pour la suite, ben tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour le public chinois qui, tu sais, avait vu les genres de 28 premiers films, puis que là, les 3-4, ben depuis 2 ans, là, toutes les Shang-Chi et autres, il n'y avait pas accès. Là. En fait, remarque qu'ils avaient peut-être accès sur le marché noir, parce qu'on sait là, quand c'est même certain, que, oui, les magies de l'Internet. Mais quoi que même l'Internet en Chine est assez contrôlé, mais bon, quand on veut, on peut. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas, en le disant là, ben, je sais pas si ça lève pour tous les Disney. Je penserais pas. Là. Il y a eu plein de scènes LGBTQ et tout dans les récents Disney animations et autres. Fait que je pense pas que du coup ils les acceptent tous, mais l'espèce de formule Marvel, je pense, ne va jamais les choquer. Là. Alors d'ailleurs, c'est pas ici que j'en avais parlé, mais je pense en grande partie dû au changement de la direction de Disney. C'était entre nous deux qu'on en parlait. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on sait qu'il y a 2 mois à peine, même pas, je pense 1 mois et demi. Donc, le nouveau dirigeant Bob Iger, qui était à la barre de Disney pendant très longtemps, qui était très familier avec le marché chinois. Donc, je pense pas pour rien que les actionnaires sont allés le rechercher justement pour permettre la sortie d'Avatar sorte. Ouais. Et là, ça porte ses fruits. Là, si effectivement les productions de Marvel aussi vont avoir accès à ce marché-là. Voilà. Écoute, il m'en reste 2. Ok, vas-y. Antoine Fuqua, qui réalise souvent des films d'action, là, dont toutes les séries Equalizer et tout. La trilogie maintenant, le 3e va s'en venir éventuellement. Va réaliser le biopic devine qui? Sur un chanteur iconique. Pas Michael Jackson. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Ouais. Je trouve ça très audacieux. Ouais. Et déjà que ce soit lui qui fasse ça, il a le droit de faire les films qu'il veut, mais on se rappelle, c'est le réalisateur de Training Day aussi, et c'est vraiment de films d'action, d'habitude. Et on n'a pas annoncé de comédien pour l'instant, mais ça va être chez Lionsgate, produit par Graham King, qui avait produit aussi Bohemian Rhapsody, qui est un biopic quand même assez édulcoré dans sa formule. Un scénario de John Logan qui a écrit incroyablement de scénarios allant de Skyfall, Spectre, mais aussi Hugo, Sweeney Todd. Il y a à peu près 30 crédits de scénaristes, tous des films assez notables. Fait que, j'ai vu The Aviator aussi, mais Any Given Sunday qui est quand même over the top. Mais là, des fois, je regardais sur sa fiche, mais après, quand tu vas voir ces films-là, il y a 3 scénaristes où il y avait l'histoire originale, mais ça a été retravaillé par d'autres mondes, etc. Là. On parle de suivre la vie du roi de la pop, des Jackson 5, et qu'on laisserait pas de côté ses côtés les plus sombres. Non. Sauf que c'est fait en collaboration avec les représentants de la succession de Michael Jackson, un peu comme avait été Bohemian. Fait qu'on va dire, peut-être il y a eu pas des démêlés, mais comme des rumeurs, puis ça allait pas bien, mais est-ce qu'on va tomber dans les allégations de pédophilie? D'un autre côté, c'est pas prouvé non plus, parce qu'il y avait des témoignages, des choses comme ça, mais il est décédé avant qu'il y ait quoi que ce soit d'officiel qui se passe. Fait que, est-ce qu'on ouvrirait une porte pour laisser planer un doute, ou on va juste mentionner des démons, mais sans rien montrer? Tout à fait. Qui est attaqué injustement et tout ça, donc il doit faire face à ses épreuves. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais tu l'as dit, c'est audacieux et peut-être un peu trop tôt, honnêtement, pour... Ouais, puis c'est surtout que ça va être une facture. Tu sais, ça sera pas... on a eu récemment, ou comme avec Corsage, ou... Jackie, tu sais, du monde qui vont faire quelque chose de plus audacieux, qui est comme 1 an de la vie, ou comment cette personne-là pourrait le faire, ou il y avait eu plusieurs années, là, c'est sur Kurt Cobain, c'était-tu Gus Van Sant, je pense, qui avait fait ça, c'était comme 1 an vers la fin de sa vie, puis des choses comme ça, mais là on va être dans le super générique, on lui présente des hits, il devient une vedette, il va aider les petits-enfants en Afrique. Est-ce que d'après toi, Bubbles, son petit singe, va être un vrai singe ou en animation? Bonne question. En CGI. Fait que à suivre pour ça. Ça va arriver un de ces 4. Et finalement, on peut juste parler rapidement les BAFTA, qui est les British, dans le fond, les Oscars britanniques, là, si on veut. Il y a Everything Everywhere, qui a quand même 10 nominations. Les Banshees of Inisherin aussi, 10. Puisque c'est un film irlandais. Elvis en a 9, qui est comme l'oublié, là, avec aussi les Golden Globes. On y avait comme pas pensé, mais c'est vrai que
ça fait jaser. Tar a 5 nominations, dont évidemment meilleure actrice pour Cate Blanchett. Il y a After Sun, là, que j'avais parlé sommairement, mais qui est quand même un petit coup de cœur pour beaucoup de critiques, qui est sortie plus indépendante, mais c'est d'origine aussi britannique, du Grand Royaume-Uni. Fait qu'on a entre autres le meilleur début pour un jeune réalisateur, scénariste, producteur là, pour Charlotte Wells. Living qui prend l'affiche la semaine prochaine, a 3 nominations, dont celui de meilleur acteur pour Bill Nighy. Mais ce qui retient l'actualité, entre autres, c'est All Quiet on the Western Front, qui est un film sur la plateforme Netflix, mais qui récolte quand même 14 nominations. Ouais. C'est un film allemand. Énorme. Et qui vient égaler le record de Tigre et Dragon pour un film en langue étrangère, d'avoir 14 nominations. Il est dans à peu près toutes les catégories, sauf peut-être actrice puis actrice de soutien, parce que c'est la Première Guerre mondiale, fait que il y a pas mal que des hommes dans ce film. Fait que j'ai oublié de noter c'est quand les BAFTA, mais si... C'est un petit peu avant les Oscars, il me semble. Ça doit être mi-février, peut-être, dans un mois, je dirais. Ouais, ça se peut. Et la semaine prochaine, on connaîtra les nominations des Oscars, justement. On peut aller aux bandes annonces. On avait eu droit à un teaser avant les fêtes, je pense. Mais là, une première bande annonce pour Scream 6. Frisson 6. Donc, qui se déroule à New York. Alors déjà là, c'est un bon changement. On quitte Woodsboro pour la Grande Pomme. Ce que j'ai trouvé d'autre dans la bande-annonce, ce que j'ai trouvé très efficace, honnêtement, c'est quand même de donner, là, c'est peut-être la mode des Halloween, on a vieilli le masque de Ghostface. Oui, c'est ça, il est comme craquelé. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est le masque original qui a servi au meurtre en 1996? Alors, on va peut-être avoir un lien avec ça. J'ai hâte, on découvrira, mais ça puis m'a fait évidemment, il va y avoir peu. plus d'un tueur masqué. Il y en a toujours au moins 2. En fait, il y en a toujours 2. Ils sont toujours 2. Il y en a toujours 2? Je pense que oui. Ok, je me rappelle plus. Je pense que le 4... je l'ai pas vu, lui, par exemple. C'est celle qui me manque. Je me rappelle plus. Mais justement, les gens saluent le retour du personnage d'Aiden Panettiere. Ouais, c'est ça, qui était dans le 4. Qui était dans le 4. Gail Weathers aussi sera de retour par Courtney Cox. Pas Neve Campbell, on l'avait su de ça. Financièrement et tout ça, il s'était pas entendu. Elle était un peu insultée par l'offre qui lui avait été soumise. Donc Jenna Ortega, qui maintenant est rendue une superstar à cause de Wednesday. Cette revisite des Addams Family. Alors ça aussi, je pense, va contribuer probablement à augmenter le box-office, honnêtement. Ouais, parce que c'était les 2 sœurs du 5, justement. Qu'on retrouve dans le 6e et quelques-uns de leurs amis aussi. Je sais juste pas trop pourquoi ils se ramassent tous ensemble, mais là, ils ont tous un historique, parce que, tu sais, le punch du 5, un peu, sans dire qui étaient les tueurs-tueuses, mais c'était qu'il y avait tous, eux, des liens avec ceux de l'original. C'était tous des neveux, des enfants, etc., ceux du premier film, ou entourant le premier film, là. Puis, fait que là, ils se ramassent en plus avec plusieurs des survivants des autres films précédents. Fait que, une scène semble se dérouler dans le temps de l'Halloween, parce que dans le métro, on voit qu'il y a plein de personnages déguisés et tout ça. On peut même apercevoir Freddy Krueger, entre autres, en arrière-plan, tout ça. Fait que j'imagine cette scène-là, on va pouvoir l'arrêter puis regarder. Il doit y avoir sûrement plein de Easter eggs là, qui va être caché derrière ça. Donc, prends l'affiche au mois de mars. Ça 10 mars. J'avais vu amener une vidéo sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Le masque, en fait, a évolué à chaque film. C'est juste que des fois, c'était des changements mineurs, mais je pense que la face était arrondie, un peu plus pointue, les yeux étaient grossis. Il était jamais exactement pareil. Un peu comme Jason aussi, je pense. C'est ça. Michael Myers aussi, on n'a jamais pris le même. On a toujours pris à partir du même moule, mais on l'a trafiqué un petit peu. C'est ça, des fois, il était plus bleuté, plus blanc vif, plus magané. Mais là, c'est assez flagrant ici, là, effectivement. Fait que ça, je t'en parlerai, la saga du masque en Scream 6 en salle. Il y a toute une drôle d'histoire entourant ça. Parfait. Puis, on a vu aussi Polite Society, la bande-annonce, de Nina Manzoor. Je pense que c'est son premier film, ou du moins notable. Un genre de comédie d'action britannique, mais dans le monde, pas le monde, mais une communauté indienne, finalement, qui sort fin avril. Fait que c'est une jeune fille, une ado, qui rêve de devenir cascadeuse. Fait qu'elle se pratique à... des arts martiaux. Des arts martiaux, puis faire des flips, là, espèce de gymnastique extrême. Puis elle est beaucoup amie avec sa grande sœur, mais là, elle sent qu'elle s'approche d'un mariage dans une autre famille indienne qui a l'air vraiment weird. Elle sent que les gens ont l'air... cache des secrets, sont louches. Malformés. Fait que elle, avec ses amis, vont s'unir pour comme mettre fin à ce projet-là dans une espèce de
pas du tout horreur, là. Ça sonnait un peu comme... je sais plus, il y avait un film d'horreur il y a quelques années, là. J'ai oublié le nom. Justement, des deux réals qui font le Scream 5 et 6. Là. Ouais, Mais, c'est avec Samara Weaving, mais ça m'échappe. Puis... Ready or Not, c'était ça, pardon. Et bref, mais c'est plus une vibe genre Scott Pilgrim, puis Everything Everywhere, là, sans les dimensions et tout, là, vraiment. Très décalé, avec beaucoup de combats visuellement assez léchés, stylisés, donc puis il y a un genre ça de me plaît, heist, parce qu'ils ont l'air de se déguiser pour s'infiltrer dans le manoir, puis des choses comme ça, fait que très comédie d'action, mais casting majoritairement féminin, britannique, mais dans la communauté indienne. Moi, je trouve ça super rafraîchissant. Ouais. Reste à voir, est-ce que, comme c'est le cas parfois, la bande-annonce est comme plus rythmée puis plus punchée que le réel, mais à voir l'histoire puis des séquences d'action qu'on voit, je serais surpris que ça soit lent. Là. Je pense qu'il va y avoir du punch là-dedans. Ça pourrait être une des belles surprises de cette année. Ouais, alors Polite Society, puis j'ai oublié de noter, mais il va y avoir une version française, là, j'avais vu, c'est Universal qui distribue ça. Okay. Genre La Bonne Société, quelque chose comme ça. Voilà. Tour des bandes annonces. Ouais, parfait. Alors, attaquons les sorties de la semaine. Commençons avec, je pense, mon préféré. Je vais me faire plaisir. Alors, Missing de Nick Johnson et Will Merrick. Ouais. C'est la suite spirituelle à Searching avec John Cho de 2018. Ouais. Où, si vous vous souvenez, c'était quelqu'un qui cherchait sa fille disparue, puis tout à travers... les écrans. Fait qu'on voyait comme si on était son ordinateur, comme si on était les caméras de surveillance, les caméras de cellulaire. Alors, on reprend le même concept, mais ici, c'est un peu l'inverse. On va suivre June, une jeune fille de 18 ans, qui vit avec sa mère, qui a un nouveau chum. Et sa mère part en vacances en Colombie et elle doit aller la chercher le lundi à l'aéroport, mais finalement, elle n'est pas là. Fait qu'elle contacte les autorités, puis on semblerait qu'elle soit jamais montée dans l'avion et ni son conjoint sont trouvables, son conjoint, son nouveau chum. Fait que comme les recherches du FBI tardent à démarrer à cause de cette bureaucratie internationale qui est super lente, ben là, elle va utiliser ses ressources Internet comme essayer de trouver les mots de passe des comptes Google pour fouiller dans les courriels, prendre des... Il y a ça à Montréal, le Genie, là, du monde qui font des tâches, là, pour leur demander à distance en Colombie d'aller vérifier à telle place, essayer de retrouver la trace, etc. Et à chaque fois, ben la trame est faite que ça va nous laisser penser que c'est peut-être ça la solution, c'est peut-être telle personne qui est coupable et peut-être à tel endroit sa mère, mais c'est souvent des fausses pistes et il y a quelque chose de plus en plus gros finalement qui est construit derrière tout ça. Ouais, donc Searching, honnêtement, ça avait été une belle surprise. Je me rappelle qu'il y avait un petit buzz là, avant que le film sorte en salle. Je me rappelle plus si c'était à Sundance, en tout cas ça avait été dans un certain festival comme ça. Puis moi, j'avais vraiment apprécié. Et là, notez que c'est... Le créateur de ça, c'était Anish Chaganty, qui sert de scénariste seulement pour Missing, donc il ne réalise pas cette suite-là, mais c'est les monteurs. Oui, c'est ça. C'est donc quand même du premier film. Les deux monteurs du premier film sont devenus les deux réalisateurs, mais c'est plus eux qui montent. Là, c'est deux... non, c'est un gars et une fille qui montent, je pense. Mais ce qui est quand même assez rigolo, mais honnêtement, la formule fonctionne encore. On se dit une fois qu'on l'a fait, est-ce qu'une deuxième fois, ça peut être aussi efficace? Mais moi, ils ont réussi vraiment quand même à garder mon attention, puis il y a vraiment quelques twists que je n'ai pas vu venir du tout. Ben, moi, c'est un des points forts, justement. J'avais vu la bande-annonce, puis la bande-annonce te laisse suggérer que c'est peut-être ça, que son chum est weird, qu'il y a des affaires de même. Puis je me suis dit, bon, ça y est, ils ont tout révélé dans la bande-annonce, ça va être ça. Puis toutes ces hypothèses-là sont cassées quand même assez rapidement. Là. Je pense qu'à la moitié du film, toutes les hypothèses que j'avais étaient brisées. Fait que je savais pas exactement où ça irait. Tout à fait. Point négatif, c'est sûr qu'au final, ce qui est la vraie conclusion, je trouve que c'est limite jump the shark, comme on dit. Là, ça devient quand même très gros, là, ce qui se passe. Là. C'est pas une machination internationale et tout, mais bon, fait que c'est juste à force de dire non, c'est pas ça, ça va être autre chose, ça va être autre chose, ben il faut que ça soit de plus en plus gros. Mais
divertissement au cinéma et tout, c'est très efficace. La musique est des fois un petit peu quétaine, mais là, pour rendre une certaine tension, ben, pas quétaine, elle est plus moins faible, ça fait plus ambiance, là. Mais tu sais, t'es en train de chercher sur ton ordinateur, c'est un peu bizarre. C'est pas comme quand quelqu'un est vraiment sur les lieux, dans une pièce sombre, à dire hey, « y a-tu quelqu'un d'autre dans la pièce? » Tu regardes sur une caméra de sécurité. Ouais. T'es pas... Tu te questionnes, mais ton intégrité physique est pas menacée, là, t'es à distance. Fait que, bon, en tout cas. Fait que, Comme je mets notre personnel. artificielle un peu. Ouais, c'est ça, voilà. Puis, on est à 1h50, on aurait peut-être pu resserrer un petit peu. Mais, cela dit, on a passé un bon moment, toi davantage que moi, mais je me suis pas emmerdé. Là. Effectivement, ça aurait peut-être resserré. Il y a quelques... Je trouvais le premier était peut-être un peu plus crédible, entre guillemets. Là. Ici, il faut passer là, quand même quelques entourloupettes scénaristiques. Là, mais, c'est ça. Ben, c'est comme... Comme on dit, des fois, c'est une grosse pilule, là, mais tu sais, sur le coup, ça va, mais on en sort, puis là, on dissèque le film, puis là, on fait comme « Ah, ben ouais, ça marche moins bien, maintenant, sachant ça et tout », mais je sais pas, je trouve que dans le film, c'est quand même amené de manière logique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, si vous avez apprécié Searching, ben, je pense que vous allez vraiment aimer cette suite de Missing. Puis, c'est le moins... drame lourd de la fin de semaine. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, c'est effectivement notre choix. Et à souligner quand même que la comédienne, là, Storm Reid, est très, très bonne aussi. Là, très efficace. Puis dans les Euphoria, elle. Hein, c'est ça en ce moment. Une jeune vedette. Tout à fait. Fait que je pense que ça va attirer un public d'ados, assurément. Ouais, voilà. Veux-tu aller? Ben, on peut parler de Woman Talking qui était sorti la semaine dernière à Montréal, mais plus largement cette semaine. Ce qu'elles disent de Sarah Polley, qui fait un peu partie des films qui sont tout le temps dans les nominations d'Oscar et autres, qui devaient sortir cet automne. Il a joué dans plein de festivals aussi, je ne les ai pas tous notés. En fait, je n'ai noté aucun, mais je me souviens qu'il a joué dans plein de festivals. Finalement, il n'était pas sorti avant les fêtes, sorti en format limité, voilà. Fait que là, maintenant, il est plus disponible. On va suivre des femmes d'une communauté religieuse ménonite qui vivent en milieu rural, évidemment, là, sans accès aux technologies. Puis elles vont se réunir dans une grange afin de prendre une décision difficile sur leur communauté. C'est qu'elles se rendent compte qu'elles se font toutes comme agresser physiquement et sexuellement. La nuit, souvent, elles se font droguer et violer de la part des hommes du village. Et là, il arrive un événement qui fait que les hommes sont comme sortis pendant un genre de 24-48 heures. Fait que là, ils doivent prendre la décision parmi 3 choix. Soit de rien faire puis les pardonner, ce qui leur donnerait accès au royaume de Dieu après leur mort. Soit de rester, mais de comme combattre puis de vouloir une égalité puis plus ce traitement-là. Ou de complètement fuir juste toutes les femmes. Puis encore là, si elles font ça, est-ce qu'elles amènent les enfants? Est-ce qu'elles amènent les hommes? Comment elles gèrent ça? Fait qu'on va suivre surtout une espèce de 8 femmes qui sont plus assignées à prendre cette décision-là. Et ils vont être épaulés du personnage de Ben Whishaw, qui est comme pas mal le seul homme qu'on voit de face et pour vrai dans le film, complètement, si on veut, qui lui, on comprend qu'il avait été ostracisé puis qui est revenu et il a subi une éducation, il a eu accès à une éducation à l'extérieur, fait qu'il est maintenant l'enseignant. Il enseigne à lire et à écrire, mais seulement aux jeunes garçons, parce que les femmes sont démunies de ça. Alors, c'est l'adaptation du roman de Miriam Toews, qui est aussi adapté d'une histoire vraie, si je comprends bien. Inspirée. C'est ça. Donc, c'est une nouvelle, en fait, un pan de l'histoire que je ne connaissais pas, mais en voyant le film, j'ai décidé de creuser un petit peu plus. Avait quand même souligné que son roman de Miriam Toews date de 2018, puis il avait été finaliste au prix du gouverneur général du Canada. C'est un roman canadien. Ah, je savais même pas. Donc, quand même, une belle distinction. Et puis, effectivement, c'est inspiré donc d'un événement réel qui s'est déroulé en Bolivie entre 2005 et 2009, donc dans une communauté ménonite installée là-bas. C'est ça. C'est pas un secret, parce qu'on l'apprend assez rapidement au milieu du film, mais on est en mode contemporain. Là. On est en 2010, mais c'est sûr que si tu regardes ces gens-là, ça pourrait être en 1803. Oui, c'est comme des Amish, finalement, pour donner le portrait. Donc, à cette époque-là, il y avait plus d'une centaine de filles et de femmes qui avaient été abusées dans la communauté. Et c'était vraiment ça. Donc, ils aspergeaient un anesthésiant qui était pour les animaux dans les maisons. Donc, ça faisait que tout le monde
tombaient en connaissance ou étaient endormis et les hommes en profitaient pour violer c'est les ça, femmes. puis c'est ça. J'entends ton rire jaune, mais on le voit pas comme tel dans le film, heureusement, mais on voit souvent leur réveil, puis c'est pas doux, là. Non, c'est vraiment moté. Puis écoute, il y en a qui sont tombés enceintes et tout ça, donc là, il y a une espèce de trucs incestueux qui se déroulent. C'est parce que c'est ça l'éducation, tu sais. Mais bref, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est ce dialogue-là qui vient autour de tout ça, tu sais, sachant que ces choses-là sont quand même réelles. Mais on annonce aussi dans le film que c'est un peu une fiction imagée. C'est-à-dire qu'on prend normalement des femmes qui ont malheureusement aucune éducation, savent ni lire ni écrire. Mais là, ici, dans le film, elles ont des pensées philosophiques assez évoluées, un langage très soutenu et autres. Fait que je pense que pour pas faire un film imbécile, on a dit, on va plutôt imaginer si elles avaient eu ces connaissances-là, qu'est-ce qu'elles auraient aimé dire à ce moment-là dans cette espèce de fiction-là. Et d'ailleurs, c'est une adaptation d'un roman et c'est très littéraire. C'est vraiment un film à dialogue. Donc, il faut le voir comme ça. Si vous aimez quand même des films assez lents, quasiment huis clos aussi. Une grande partie du film se déroule dans la grange. En train de là, parler. Tout ça. Elles vont comme... À mesure que tu comprends leur opinion, tu vas comprendre un peu leur histoire à chacune d'elles, comment aussi chaque personnalité se braque ou se positionne face à ce qu'elles vivent, face à la protection de leurs enfants. Et ça, sur aussi la musique de l'islandaise, je veux bien le prononcer, mais c'est Hildur Guðnadóttir, avec tous les accents inimaginables de la langue islandaise. Mais c'est une compositrice là, qui est en train vraiment de faire sa marque. Elle a fait notamment Tar, qui est dans les pourparlers des nominations. Fait que 2 grosses sorties cette année pour elle. Mais elle avait fait Joker aussi, qui avait une musique assez singulière. Puis la série Tchernobyl. Puis avant ça, elle avait été souvent violoncelliste pour différentes productions. Là. Mais ça, c'est vraiment la musique qu'elle a composée notamment. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un film qui est très bien réalisé. Sarah Polley, quand même, il faut se rappeler que c'est une actrice à la base, comédienne. Je ne replace pas son visage, par exemple, je me souviens plus. Pour les plus vieux comme moi, même si j'avais écouté la série, c'était le Road to Avonlea qui était sur Avonlea, un truc de même qui se déroulait dans le monde de Anne la Maison Pignon Vert, de la même autrice, dans les années 90. Mais Sarah Polley, c'est une Canadienne? Oui, c'est une Canadienne, c'est ça. Donc, elle a débuté pré-ado dans cette série-là, que je pense 5-6 saisons. Ensuite, elle avait tourné dans Dawn of the Dead, qui l'a fait connaître un peu plus celui de Zack Snyder et tout ça. Et est devenue réalisatrice par la suite, mais ça faisait quand même longtemps. Sa dernière réalisation est un documentaire qui date de 2010, encore entourant sur le féminisme et tout ça. Puis en termes d'actrice aussi, ça avait 10-12 ans qu'elle n'a pas joué. Donc, mais vraiment, le film est très maîtrisé. Là. Je veux dire, elle a un certain talent. C'est un beau film aussi. Écoute, les comédiennes sont tous excellentes aussi. C'est un film à voir pour les performances des comédiennes. Surtout Rooney Mara en principal, mais il y a Claire Foy, Jessie Buckley. J'avais vu Frances McDormand, elle n'est pas là tant que ça dans le film. Plus un petit rôle, mais quand même assez... une des aïeules du village. Là. Assez marquante quand elle est là. D'ailleurs, c'est une des productrices. Donc, c'est vraiment un film qui va faire jaser. Je pense que c'est un film à discussion. Exactement, c'est ça. Puis c'est quand même vite envoyé, là, 1h45, ce qui fait du bien, en fait, parce qu'on a beaucoup de films très longs ces temps-ci et ça aurait été facile de s'égarer dans ce genre de discussion-là puis d'en faire un 2h12. Là. Mais pour le rythme, j'ai beaucoup apprécié. Ça a même fini plus vite que je pensais. Mais voilà, reste à savoir, on va connaître, comme je dis, les nominations des Oscars la semaine prochaine. Puis je pense que c'est ça qui va un peu dicter si le film va connaître une certaine popularité ou non, s'il se ramasse quelques nominations. Mais évidemment, ça n'a rien à voir sur la qualité du film nécessairement. Là. C'est un jeu un jeu de coulisses, là, les nominations et les prix. Mais voici pour ce qu'elles disent, Woman Talking. Fait que c'est ça, film ouvert au dialogue, pas trop visuellement cru, mais de propos assez rudes sur la condition féminine. Là. Ça me fâche vraiment écouter ces films-là. Là. C'est ça, j'ai un mal-être là, comme ça sur la xénophobie et tout, là, genre l'homophobie, n'importe quoi, ça, je comprends pas tout. Comment ça peut être comme ça, puis si on comprend qu'on perpétue l'imbécilité sans éducation de père en fils, voilà. Tout à fait. Allons dans un registre complètement différent avec un film québécois anglophone, Snow Angel de Gabriel Allard. Ouais, ou au Québec, La Descente.
qui a écrit avec sa conjointe Catherine Bérubé. Je sais pas, j'imagine qu'ils sont encore ensemble. Je sais pas, je les connais pas. Des fois, ça part comme ça, puis ça finit moins bien, mais ici, ils ont tourné le film et tout. Puis c'est un projet qui travaille depuis genre 10 ans ensemble là, à essayer de financer le film et de le tourner. Bref, c'est moins dramatique, plus suspense psychologique ici, où on va suivre Mary Jane, qui est incarnée par Catherine Bérubé, qui est une ancienne snowboarder professionnelle, qui est impliquée dans un accident de la route où l'alcool était en cause et qui, on comprend, a causé la mort de personnes dans sa petite localité, dans sa communauté, et est installée dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Belle place pour les plaisirs alpins. Puis depuis, elle se réveille comme de ça, puis elle veut comme mettre fin à l'espèce de débauche qu'elle continue à vivre, de plonger dans l'alcoolisme et rongée par la culpabilité là, de tout ça. Sauf qu'elle va essayer aussi de quitter le petit chalet qu'elle possède puis de passer à autre chose, mais il y a comme des anciens connaissances et quasiment même des présences qui vont venir un peu nuire à son départ et la confronter à ce qui s'est peut-être réellement passé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film de genre comme on voit rarement au Québec. On est comme effectivement, tu sais, quand même une petite touche surnaturelle. Très beau film qui se déroule en Gaspésie, tu disais justement. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, la direction photo est très soignée, très léchée. Et pour un film qu'on comprend à budget modeste quand même, mais c'est le genre de production, on y reviendra, je trouve, avec un autre titre cette semaine, où ça paraît pas. Tu le sais quand tu prends du recul, il n'y a pas 12 000 figurants, puis des shots d'hélicoptères, puis des explosions, mais on utilise bien les moyens qu'on a pour pas que ça ait l'air que... Ah, si seulement j'avais eu plus d'argent, ça aurait été meilleur. C'est comme, c'est très, très soigné et ça met bien en valeur la campagne et tout ça. J'ai adoré. Et Catherine Bérubé aussi fait un excellent boulot pour tenir le film sur ses épaules parce qu'elle est quasiment de tous les plans, ou presque. Oui, en effet. Puis, c'est ça, avec un montage, tu sais, assez dynamique pour, justement, entre le passé, entre le présent... Qui de plus en plus on va en apprendre et nous questionner un peu comme dans Missing, genre qu'est-ce qui s'est peut-être réellement passé. Puis elle va venir à questionner sa santé mentale aussi dans tout ça, à force d'hallucinations et de temporalité floue. C'est une production, finalement, je pense que c'est juste privé. Je sais pas s'ils ont réussi à avoir de l'argent, des subventions et tout. J'ai pas trouvé d'explication sur pourquoi il a été tourné en anglais. Je pense que c'est juste pour les marchés, probablement pour la vente internationale après, etc. Fait que moi, je l'ai vu en version française. Toi, moi, j'ai vu en anglais, ouais. Okay. Puis honnêtement, on perçoit un petit accent. Là, c'est évident que ça se passe pas. De toute manière, c'est... Même dans la version originale anglaise, il y a quelques personnages des fois qui vont glisser des mots en français. Là. Donc, on comprend quand même que ça se déroule en Gaspésie. C'est ça. Donc, mais les comédiens font un bon job. Là. Paul Doucet aussi, qu'on retrouve dans le générique, qui lui, c'est pas la première fois qu'il tourne non plus en anglais. Ouais, c'est ça. Il a souvent fait des films québécois anglophones. Ouais, ou ontariens, en tout cas, bref. Fait que non, ça passe très, très bien. Fait que si vous aimez ce créneau-là, film un peu à mystère, je pense que ça peut vous intéresser. Même si, je sais pas, ça aurait peut-être pu gagner, être peut-être ficelé un petit peu mieux au niveau du scénario. C'est un peu comme Missing. Là. La différence, c'est que Missing, quelqu'un fait une enquête. Elle, ici, elle se remet en question. Mais les deux, c'est basé sur des twists. Fait que est-ce que tu le vois... ou pas. Ouais, est-ce que tu le vois venir ou pas? Est-ce que le payoff est assez bon? C'est toute la force du film repose là-dessus. Mais il y a des bonnes qualités au travers, comme on dit, partout là-dedans. Puis c'est une proposition très intéressante. Un autre film québécois que là, je pense que moi, c'est mon film préféré de la semaine. Toi, c'était Missing. Et c'est Mistral Spatial de Marc-Antoine Lemire. C'est un premier film pour Marc-Antoine, qui a fait aussi... c'est lui quand même qui scénarise et qui réalise, mais c'est un projet d'amis. Là. C'est aussi ses amis, les deux comédiennes principales, Samuel Brassard et Catherine Audrey-Lachapelle. Alors qu'il revient à pied chez lui, après une rupture amoureuse, Samuel, c'est drôle parce que c'est le même... Ils ont gardé les mêmes prénoms... Est-ce que c'est une histoire vraie? Je sais pas. J'avais même pas remarqué au générique. Ouais, Samuel perd connaissance en pleine rue, à Montréal, l'été, après avoir entendu une étrange mélodie.
Puis, il va pas arriver à trouver de cause scientifique ou médicale sur qu'est-ce qui s'est passé, en se disant aussi, tu sais, si tu t'effondres au milieu de la nuit à Montréal, puis tu te réveilles le lendemain matin, quelqu'un t'aurait vu, quelqu'un t'aurait brassé, une auto serait passée. Tu peux pas rester là si longtemps. Fait que il va commencer à croire à l'hypothèse qu'il aurait peut-être été enlevé par des extraterrestres. Fait qu'avec son térémine, il va essayer de recommuniquer avec eux par cette mélodie qu'il a entendue. Et là, ben, ses amis qui se demandent s'il est pas juste en train de craquer à cause de la rupture amoureuse vont quand même essayer de le supporter dans cette espèce d'aventure-là. Le film c'est un film de genre, là. Oui. Quand même, mais c'est une certaine audace dans la proposition. C'est pas du tout difficile d'approche, mais ça va être divisé en 3 actes. Les 3 actes ont une coloration et un traitement différent, justement, comme 3 phases de cette aventure-là, si on veut. Puis aussi, même l'aspect ratio est intéressant. Le premier acte, on est très flat, là, plus carré. Le deuxième, ça ouvre un peu. Puis le dernier, là, on trouve tout le scope, le plein écran au cinéma. Fait que, tu sais, c'est plusieurs trucs comme ça qui ont été mis dans le film pour créer du dynamisme, mais aussi une représentation par rapport à ce que le personnage ressent et tout, genre. Ouais, non, c'est une réalisation quand même minimaliste, mais bien soignée. Il y a de belles trouvailles narratives, honnêtement. Parce qu'on s'entend que c'est un film aussi quand même à petit budget. Ouais, j'avais entendu un genre défaut, de 200 000. C'est ça. Mais tout est bien investi, bien mis à l'écran. Donc oui, c'est un film que j'ai apprécié aussi, mais c'est un peu plus niché, là, on se le dira. Tu avais évoqué en sortant un peu au ton, à l'humour de Stéphane Lafleur aussi, ouais, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour présent dans le film. Il y a un petit ton décalé aussi parfois, surtout dans la dernière portion, que j'ai peut-être trouvé la plus intéressante, quoique un peu longue, mais ça, c'est juste personnel. Mais non, honnêtement, j'ai hâte de voir. En fait, j'espère qu'il aura la chance de financer un autre projet parce que clairement, il y a quand même une voix assez singulière. Là. Jusqu'à présent, il nous présente un univers puis un ton là, qui est intéressant. Là. Oui, c'est ça. Puis on a vu plus que jamais là, des films cette année, donc des films québécois également. J'en ai vu plus que j'en vois normalement. Certains que j'aurais probablement pas regardé de juste ma propre initiative. T'sais. Puis... il y a un genre, oui, là, il a fait un film avec 200 000, que je trouve justement que ça paraît pas, un peu comme Snow Angel, il a fait avec les moyens qu'il a pour que ça ait l'air nickel, Puis, mais c'est pas, comment dire, il y a des aptitudes esthétiques, puis certaines, je sais pas si audace, mais inventivité, créativité pour faire ces choses-là, mais c'est pas nécessairement un cinéma, ou je pense pas que c'est un cinéaste qui veut faire de quoi de weird juste pour des festivals. Non, effectivement. Je pense plus que c'est ce qui appuie sa proposition, un peu comme Maxime Desruisseaux a fait avec La guerre nuptiale. Je pense que c'est cette même idée de « Hey, j'aimerais ça travailler tel format, telle idée. Je fais l'exercice, mais c'est quand même très accessible, je pense, comme histoire. » toi, tu faisais le parallèle, je l'ai lu ailleurs. Moi, j'avais jamais vu Close Encounters of the Third Kind de Spielberg. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que c'est le lien de communiquer par le son avec les extraterrestres. Fait que, évidemment, ce petit cliché-là, je serais curieux de savoir si c'est assumé, genre s'ils se sont tapés énormément de films d'extraterrestres avant ça. Ce qu'il y a de bien, peut-être, vous dites, là, ça va te ressembler à Sign là, de Shyamalan. Là, tu sais, comme tel, on voit pas vraiment d'extraterrestres. Là. C'est pas nécessairement ça le but. Après, on se pose quand même la question, est-ce que oui ou non, il a été abducté, enlevé, voilà. Et fait qu'on tombe pas dans des effets 3D cheapettes de même et tout, là, sur un écran vert dans l'espace. Là, tout est plus suggéré comme montré. Oui, voilà. Puis les quelques effets qu'on fait, il y a des effets pratiques aussi à un moment donné, là, justement la deuxième portion est comme en noir et blanc, puis là on est plus dans une espèce de film noir, il est vraiment plus dans la prendre contact avec les extraterrestres et tout, puis il y a quelques scènes, là, les yeux noirs, le bain visqueux, des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment bien rendu ces trucs-là. Et bref, c'est... Ah oui, il y a la présence de Lydia Kepinski pour les fans de musique québécoise. Puis elle a composé une des chansons, à un moment donné, une espèce de scène de rave et de danse, et c'est elle qui a composé ça, super électro, puis elle est comme le DJ. C'est comme un personnage qui
il interagit pas vraiment avec, mais qu'il va croiser plusieurs moments dans son parcours. Fait que c'est intéressant de placer ça comme ça. Puis j'avais entendu en entrevue que c'était vraiment Marc-Antoine Lemire, il avait pensé à elle tout de suite. Puis c'est sa première participation dans un film et pour écrire de la musique de film aussi, là, qu'elle a fait pour l'image. T'sais, elle a pas juste droppé la chanson puis arrange-toi avec ça. Lui, il a fait son montage puis il a dit « Hey, j'aimerais ça, genre de ça », avec des cues pour... comme John Williams, finalement. Voilà. Et c'est ça, Mistral Spatial, il ouvre quand même dans quelques salles, mais principalement Montréal, Québec, Sherbrooke. Voilà, mais c'était pas ce genre de film, vous pouvez faire la demande, puis si votre cinéma de quartier sent qu'il y a de la demande, ben il va pouvoir le faire venir pour quelques projections. Voilà. Donc, à découvrir, si vous aimez le cinéma québécois de la relève, honnêtement, ça vaut la peine de l'expérimenter. Voilà, je pense que Marc-Antoine Lemire, comme tu dis, j'espère qu'on va le voir dans une autre réalisation prochainement. Dans les autres sorties, le documentaire Rojek de Zanier Akiol, c'est une production canadienne, mais ça se passe... c'est-tu en Syrie, je pense? Au Kurdistan, pardon. On va aller rencontrer des membres incarcérés de l'État islamique. Fait que c'est assez intense. Puis des femmes aussi qui sont détenues dans des camps-prisons, qui proviennent des quatre coins de la planète, mais qui ont tous l'idéal commun, puis c'était celui d'établir un califat, là, donc un régime par un calife. Fait qu'ils sont confrontés évidemment aux croyances fondamentales des djihadistes, mais le film va juste tenter de... Puis je pense que ça tient bien le mot, c'est tenter, il n'y a pas de réponse comme telle, de replacer le début, l'apogée puis la chute de l'État islamique à travers l'histoire personnelle de chacune de ces personnes-là. Fait que tu vas vraiment avoir des entrevues très serrées, là, plan du menton au front, là, plan tête, plan serré, je me souviens plus comment on les appelle, les cadrages. Gros plan. Ouais, gros plan, voilà. Puis là, la personne parle, il y en a qui parlent anglais, sinon souvent ça va être sous-titré. Elle explique comment elle est arrivée là, c'est quoi le poste qu'elle occupait, sa relation avec les femmes ou les femmes, leur mariage, etc. Puis après ça, on va voir, ça va être alterné avec des images, tu sais, des séquences du Kurdistan syrien d'après-guerre, là, c'est ça. Mais ça se croise jamais, genre. Fait que c'est pas comme les paroles, comme une narration par-dessus, comme c'est un, puis après c'est l'autre. Fait que ça te met dans un mood, après, tu sens que les thèmes évoluent de séquences, d'entrevues, une après l'autre, mais c'est pas un documentaire classique de télé que genre en 1933 il s'est passé ça, puis là on remonte, puis là il y a lui, puis là on fait plein de... C'est comme, non, c'est vraiment très humain sur comment eux ont vécu ça, puis qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien dorénavant. T'sais. Et ce qui est assez frappant, parce que pour avoir juste vu quelques reportages là-dessus, c'est ces femmes-là qui sont arrivées, mariage forcé, ont des enfants. 12-13 ans. Là. Et là, en plus, sont pris dans ces camps-là parce que leur pays d'origine ne veut pas les rapatrier, finalement. Là. Fait que c'est... détruire une vie, là, c'est pas mal synonyme de ça. Hein. Moi, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas eu le temps de terminer le film, là, j'ai énormément de films à voir cette semaine. Puis en fait, c'est un peu mon problème, c'est que des fois, je garde mes meilleurs pour la fin. C'est pas parce que je l'ai pas fini que c'est pas bon, c'est l'inverse. Je me dis, j'oublie, je vais le garder, je vais commencer par lui, là, blablabla. Puis finalement, j'arrive le jeudi soir, il est minuit et demi, puis je suis comme, ok, j'ai plus de jus, là, c'est fini. Fait que je l'ai écouté à moitié jusqu'à présent, mais les femmes qui sont interviewées étaient comme, pas contentes d'être en prison et tout, mais ils étaient comme en paix avec leur situation, là. Il y en a même une qui raconte qu'elle était mariée avec son mari, puis là, son mari dit, il a comme dit un peu, mais là, qu'est-ce que tu vas faire s'il m'arrive de quoi ou si je meurs? Ça te prendrait quelqu'un d'autre. Fait que ça te dérange-tu si je marie une autre personne? J'aurais 2 femmes. Puis elle dit comme, je trouvais que ça avait de l'allure. Fait que j'ai dit oui. Mais au fond, le jour du mariage, là, j'ai compris que j'avais vraiment de la peine. Mais je voulais pas y montrer. Fait que j'ai juste caché ça. Puis finalement, là, au moment où de consommer l'acte, là, l'autre personne était comme... Je sais pas comme elle décrit, mais ils disent qu'elle était possédée par un djinn. Par un génie partout. Fait que ça allait vraiment pas bien. Fait qu'il a comme annulé le mariage, puis ça finit là. Mais tu sais, la manière qu'elle compte, là, moi, je le perçois vraiment comme, tu sais, si tu t'ennuies, il faudrait que j'aille c'est comme s'il faudrait que tu aies un chien, là, un animal de compagnie. Mais ça pourrait que j'aille une deuxième femme. Comme ça, vous seriez des amis, puis vous pourriez vous mettre, puis c'est comme capoté. Là. C'est tellement une autre manière. Ça me rappelle un peu Woman Talking. Je comprends tellement pas cette manière de vivre. Mais là, on parle, ça, c'est son histoire à elle. Là. Il y en a d'autres qui, ça fait plus mention de la guerre, des choses comme ça. Là. Dans les drames dramatiques, drama de la semaine, The Son de Florian Zeller.
Lui, c'est ce qui vient compléter son... C'est un triptyque au théâtre là, qui s'appelait La mère, le père puis le fils. Ils n'ont pas de lien entre eux, là. C'est pas la même famille qu'on suit. Au cinéma, on a connu The Father en 2020, qui avait d'ailleurs mérité Anthony Hopkins sur un Oscar, si je me souviens bien. En tout cas, on avait parlé en grand. Et j'imagine que Florian Zeller, je me souviens qu'il est francophone, je pense qu'il est suisse. Je crois que belge oui, ou suisse, je suis plus certain. Puis, je crois qu'il doit avoir une belle paternité, figure paternelle en Anthony Hopkins, parce qu'il le ramène ici dans The Son, où il va jouer le rôle du père de Hugh Jackman, qui est comme le personnage principal du film. Mais c'est pas le même père, c'est pas la même histoire. Dans The Father, on parlait beaucoup de la... C'est pas un prequel. Non, c'est ça. Dans The Father, on parlait de la perte des moyens puis de la mémoire, un peu de la démence avec Olivia Colman puis Anthony Hopkins. Là, c'est Hugh Jackman, dans le fond, qui est un homme d'affaires, un avocat, là, qui s'enligne vers la politique et tout, gros rythme de vie. Et on comprend qu'il y a une blonde avec qui il vient d'avoir un enfant. Mais il y a une certaine différence d'âge. Elle est jouée par Vanessa Kirby. Puis, il me semble que c'est ça. Je me suis pas mêlé de nom. Et on comprend qu'il y a son ancienne femme, jouée par Laura Dern. Et ils ont un enfant ensemble, Nicholas. Fait que donc, lui, c'est son deuxième mariage. Et son ex vient le voir en disant, là, elle a la garde majoritaire de l'enfant. Là. En tout cas, il vit chez elle, de Nicholas, qui a genre 14-15 ans, mettons. Puis il se met à vraiment pas filer. Une espèce de spleen de dépression chez l'adolescent. Il va décider d'aller vivre chez son père en disant « J'aimerais ça changer de scénario ». Mais là, peut-être le fait d'être confronté avec cette nouvelle famille-là, lui qui a été un peu privé de son père, va le confronter à tout ça. Éventuellement aussi, le rôle d'Anthony Hopkins, c'est que Hugh Jackman va aller revoir son père à lui aussi pour essayer de... c'est une suite de daddy issues, là, finalement, de présence paternelle. T'es-tu là, pas assez ou trop, ou priorise ta carrière, ou priorise la famille. Fait que c'est une grosse performance dramatique, mais on suit pas tant l'adolescent et sa dépression, puisque plus que le rôle des parents, puis de comment eux, ils voient ça, puis comment ils arrivent à gérer ça et à... contrôler ça, comment essayer de le réaligner correctement. Genre. Fait que des fois, ils font des bonnes choses, des fois, ils font des mauvaises choses. On va comprendre que toute cette tension d'avoir laissé sa femme pour une nouvelle femme ou blonde, ça a laissé des séquelles. Mais là, à un moment donné, tu fais ça pour les autres ou tu fais ça pour ton propre bonheur. Il l'a pas trompé non plus 80 fois, il l'a juste laissé une fois. Fait que eux, les deux parents vont se retrouver dans cette espèce de relation-là avec le fils, d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a, puis lui ne parle pas tant que ça. Il y a de la misère lui-même, on comprend, à mettre des mots sur ses mots. Hein? Fait que, bref, est-ce qu'ils vont faire les bons choix au travers de tout ça? Fait qu'on est vraiment dans le drame, dans les aussi performances, c'est sûr, des acteurs, actrices. Je pense pas que le film... Non, en fait, le film n'est pas moralisateur sur voici ce que vous devriez faire ou pas. C'est l'histoire de ces gens-là dans leur situation. Il y a des gens que, je sais pas, les divorces se sont bien passés, puis tout le monde était content d'avoir 2 Noëls, ou je sais pas trop. Tout le temps une certaine crise, mais qu'avec le temps, ça va. Mais lui, à cet âge-là, on dirait que son manque de... je dirais pas... Je peux pas dire que c'est un manque de figure paternelle. J'en ai aucune idée du diagnostic, mais il semble ressentir un peu ça. Et surtout, peut-être ça le fâche de voir que là, il y a un nouvel enfant. La tension est mise ailleurs peu, c'est ça. Même si avec la job qu'il s'aligne pour faire, va-t-il vraiment s'en occuper tant que ça de l'autre enfant? Mais bon. Fait que The Son, mais on a une sortie assez limitée pour le film, juste en version originale anglaise, malheureusement. Fait que ça doit pas être accessible partout. Mais j'ai apprécié. Mais je pense que The Father, que j'ai pas vu, était quand même beaucoup plus louangé, cela dit. Et j'avais parlé de La Mère, mais lui, il n'avait pas été adapté au cinéma, je pense pas. C'est pas The Mother de Aronofsky. Non, c'est pas c'était juste Mother Aronofsky. Mother, ouais, c'est ça. Ça, pareil. On va peut-être suivre. J'ai un dernier film à vous offrir. Une belle course de Christian Carion, avec Lynn Renault et Danny Boone, mais Danny Boone dans vraiment un drame. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de comédie dramatique ici, on est plus dans le drame. Danny Boone joue le rôle de Charles, qui est un chauffeur de taxi assez désabusé, là, qui travaille 6 jours semaine, 15 heures par jour, puis qu'on comprend qu'il y a des dettes d'argent, il essaie de recadrer sa... il y a des dettes ailleurs, de placer sa famille, de subvenir à leurs besoins pour sa fille et sa femme. Et là, on lui dit « Hey, gars, t'as une course, là, dans le fond,
un lift en taxi à faire, finalement, assez long, mais faut que tu traverses la ville puis tout, mais ça peut être payant. Fait qu'il dit, ok, c'est beau, je vais le faire. Et il s'en va chercher une dame âgée, jouée par Lynn Renault, qui, on comprend, va quitter sa maison et elle demande qu'on l'amène dans la maison de retraite où elle doit aller, mais un peu contre son gré. Et au fil de la course, elle va lui demander, peux-tu faire des détours, j'aimerais ça te montrer telle affaire, puis lui, pas mal las de tout ça, mais accepte quand même pour l'argent. Mais va se créer une relation entre les deux, et on voit au travers de ça les scènes de flashback de la vie de cette dame-là, qui était vraiment pas facile, quand même assez rock'n'roll. Fait que c'est pour ça que ça vire pas en comédie, là. Et puis c'est ça, va créer une union entre les deux. Je pense que c'est un film qui peut avoir aussi une bonne popularité, un bon succès. C'est très agréable comme à écouter. Ça dure à peu près 1h30 aussi. On niaise pas trop. J'avais lu que les séquences de taxi, ils ont filmé des séquences de voitures extérieures, mais c'était trop compliqué à Paris là, de filmer. D'habitude, quand ils filment des voitures, elle est comme sur une remorque. Ah oui. Puis là, ils font semblant de conduire, puis là, ils se promènent partout, mais il faut quand même que tu fasses bloquer les rues, puis que tout soit synchronisé. C'était pas faisable. Puis ils ont pas voulu prendre non plus les green screen. Fait qu'ils sont allés sur l'espèce de nouvelle technologie où ils mettent vraiment des écrans. Fait qu'ils vont filmer. Après ça, ils mettent des écrans sur chaque... juste comme à l'extérieur de la voiture, de qualité genre incroyable. Puis ils en avaient même mis au plafond pour simuler le ciel puis tout. Fait que c'est comme si t'es dans une vidéo. Fait que les acteurs ont l'impression d'être vraiment là. Mais là, j'imagine qu'il faut qu'ils apprennent... tu sais, Boone qui conduit... faut qu'ils apprennent la séquence. Là, tu tournes à droite, mais tourne pas trop. Tourne un peu pour le réalisme. Mais en même temps, ils voient la route. Fait que j'imagine qu'ils recréent. Comme un simulateur. Ouais, c'est ça, simulateur de conduite. T'sais. Puis là, ils font leur ligne. Puis là, ça permet aussi aux caméras de se placer partout. T'as pas besoin de tant modifier les voitures. Tu peux ouvrir la porte, tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux faire tout. Ouais. Ça roule pas pour vrai. Fait que, mais c'est vraiment à couper le souffle. Plusieurs séries qui ont fait ça aussi. Là, les Mandaloriens et tout. Là, ouais. Fait que c'est plus immersif qu'être juste dans un tas de green screen, puis je pense que ça paraît mieux. Mais ton travail, il faut que tu le fasses en amont. Il faut que tu aies tourné tes séquences avant pour les introduire, pour blablabla. Là. Fait que c'est une production différente. Fait que, bref, une belle course, je pense que ça peut charmer beaucoup de gens, toucher beaucoup de gens dans l'histoire de cette dame et la relation aussi avec le vieillissement peut-être, puis le regard sur notre vie et le legs qu'on peut laisser. Ça fait une belle offrande costaude, mais là, la semaine prochaine, je pense qu'il y a juste comme 4 nouveautés. Ça se calme. On va peut-être aller vers une routine plus normale. Voilà. C'est peut-être moi qui va devoir apprendre à me détacher puis à assumer que je peux pas voir tous les films. Sinon, je fais rien d'autre. Mais la semaine prochaine, il y a un film qui pique beaucoup ma curiosité et c'est Infinity Pool de Brendan Cronenberg, le fils de David. Ouais. Puis c'est son 3e film. Puis là, je me dis, je pourrais peut-être essayer d'écouter les 2 autres avant pour comparer au moins un des 2. Pareil pour moi, je connais pas son univers qui semble être très près de son père, de ce qu'on a pu voir de la bande-annonce de Infinity Pool. Donc, moi aussi, je pense que je vais aller me taper ça avant de voir ce film-là. Fait que ça va être aux grandes dames de ma copine que j'écoute plein de films weirdo d'horreur riche à la maison. Il va falloir que j'attende qu'elle se couche. D'ici là, contactez-nous. J'ai oublié de dire une chose. Pardon, j'avais tourné ma feuille. Il y a autre chose qui se passe et j'avais prévu en parler. Puis j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ça a commencé hier. Puis c'est le festival Plein Écran. Okay. Puis c'est pas du cinéma, mais c'est des courts-métrages. Et justement, les courts-métrages, on a... jamais, là, je dirais, la chance de les voir au cinéma, là, à part dans des festivals. Puis ce qui est le fun du festival Plein Écran, c'est que c'est en ligne. C'est sur Facebook, c'est sur Instagram. Mais chaque jour, les films changent. Avec la programmation est disponible sur leur site, là, je pense, genre plainécran.ca, ou aller sur leur page Facebook. Il y a des films qui sont exclusifs pour Instagram, donc sur cellulaire. Il y en a d'autres qui sont sur Facebook. Puis c'est ça, à chaque jour, la programmation change. Puis je pense que les 2 dernières journées, là, les gagnants de différents prix, là, ils vont rejouer. Ça dure à peu près 10 jours. Donc, quand même. Ouais, puis il y a des cours de entre 3 et genre 20 minutes. Là. Est-ce que c'est exclusivement québécois ou international? Écoute, j'ai pas regardé ça. Je sais qu'il y en a des Québécois. Là, le film d'ouverture, c'était... j'ai oublié son nom. Je m'en veux, je l'ai pas. En plus, je l'ai pas noté. Je me disais, je m'en souviens, il est super le fun. C'est avec Béatrice Picard, puis. Merde, j'oublie son nom de l'autre comédienne. Puis ils font comme c'est un duo mère-fille là, qui embarque dans une vieille bagnole. Puis Suzanne et Chantal, c'est ça le titre du court-métrage. Okay. Puis
ça avait marqué quand même les esprits. Puis lui, je l'avais vu à Ciné Québec, une projection que tu avais ratée, là, on l'avait vu en primeur. Puis c'est super cool. Fait que ça, c'était le film d'ouverture. Puis c'est Catherine Brunet qui est porte-parole, d'ailleurs, cette année de l'édition. D'ailleurs, fait que, je pense que c'est majoritairement des Québécois, les films. Je trouve que ça serait le fun qu'on ramène ça. Des courts-métrages. À l'occasion, on a déjà eu des courts-métrages devant des films, mais je comprends pas que c'est peut-être une question de logistique et tout ça, mais je trouve que ça serait une belle vitrine quand même pour souvent des réalisateurs de la relève ou sinon oui, en fait, plus aguerris, mais... Je crois que c'est juste une question d'éducation vers le public. Je pense que peut-être le Beaubien le fait un peu plus souvent, le cinéma Beaubien à Montréal, mais c'est que des fois aussi... c'est que faut que tu changes tout, parce que s'il y a juste un film qui a un court-métrage devant, souvent quand si un court-métrage gagne ou est nommé pour un Oscar, des choses comme ça, ben là, on va être souvent incité à le faire, puis ça va arriver, mais c'est pas la norme, effectivement. Je pense qu'il faudrait peut-être un cinéma ait accès sûrement facilement à ces films-là, puis fasse comme la vie pour ses clients. Là, faites pas le saut, sortez pas en disant que vous êtes dans le mauvais film. Il y a un court-métrage qui va précéder le film, et on vous prévient, il dure 12 minutes. Fait qu'il y a ce temps-là. Mais là, j'espère que les gens se donneraient la peine de venir le voir. Après ça, est-ce que serais-tu capable d'avoir un court-métrage intéressant pour mettre devant Avatar, ou c'est là que tu commences à dire pas les films américains, je le mets juste... Moi, je le mettrais juste sur les films québécois, honnêtement. Là. Peut-être. Déjà qu'Avatar, c'est 3 heures, fait que t'en mets pas un autre. Ouais, c'est ça. Un de 18 minutes, là, c'est ça. Ben, il y a Disney qui le font de base, parce qu'ils produisent, quand ils font de l'animation, ils vont en faire eux-mêmes. Mais oui, mais là, rendu là, je pense que c'est juste une décision de chaque cinéma. Si tout le monde se donnait le mot, peut-être ça le ferait. Là, c'est ça. Ça arrive certains films que vraiment le distributeur le demande, puis souvent tout le monde va accepter. Mais en général, si ton film dure 2h20, même principe, puis là, tu ajoutes le court-métrage, ben là, juste pour la création des horaires, ça devient difficile. Mais si ton film dure 1h45, 50, un court-métrage de 6 minutes, ça passe bien à ce moment-là. Fait que, voilà. Fait que plein écran, si vous voulez regarder ça à la maison, ça vous donne envie, juste avant d'aller voir un long métrage au cinéma en fin de semaine. Bref, la semaine d'ici là, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui a Catherine Brunet en couverture, parce que tout est dans tout, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon film, bon popcorn, et si jamais vous partez à l'étranger, peut-être laisser une petite liste de vos mots de passe pour vos différents comptes. Ce serait peut-être plus facile. C'est plus simple pour tout le monde. Vos enfants vous retrouver.